OK. Eh bien, écoutez, donc on se présente. Je suis docteur Gaillard. Merci d'abord pour l'invitation de La Voix des migraineux, Sabine, d'avoir organisé ça. Désolé pour le petit retard technique initial. On va expliquer un peu ce qu'on fait ici, d'où on vient. On est à Montpellier. À ma gauche, vous avez un membre de l'équipe, dont on va parler aujourd'hui, quelques jours, dédié aux migraineux, sur la clinique mutualiste montpelliéraine à Montpellier, de l'Institut mutualiste montpelliérain à la clinique Beau Soleil. Hem et donc, je te laisse te présenter, Aurélie. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Aurélie Chabanel et je suis infirmière en éducation thérapeutique dans le service des maladies chroniques de la clinique Beau Soleil et j'interviens notamment dans l'hôpital de jour pour la migraine qui a été créé il y a presque maintenant un an. Mais on va y revenir dessus. Voilà. Exactement. Donc voilà, on démarre ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est très préliminaire et puis c'est en fait simplement, heu, comment on a imaginé les choses, comment on l'a mis en place et nos premières expériences. J'ai très peu de chiffres à vous montrer, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est assez neuf. Donc on va parler plutôt du principe et puis peut-être, interagir sur des questions s'il y a besoin. Sabine, n'hésitez pas à me faire un retour audio ou autre si, c'est pas clair, si vous entendez mal ou si les diapos ne passent pas. Donc je passe à la diapo numéro 2. Le contexte qui nous a amenés, je rappelle, pour beaucoup, c'est un rappel, notamment, les membres, actifs de la Voix des migraineux, mais, d'autres peut-être moins. Mais le contexte qui nous a amenés à proposer cette offre de soins, je vais le détailler un tout petit peu en quelques minutes. D'abord, la migraine, c'est une pathologie qui est fréquente. C'est un avantage et c'est surtout un inconvénient. C'est un inconvénient parce que ça a évidemment un poids médico-économique et puis il y a une banalisation de la maladie. J'ai participé hier avec, Myrène Beat-Settegui, de la Voix des migraineux à une conférence sur Gignac, à côté de Montpellier et un responsable local me disait: «Oui, mais déjà la migraine, est-ce une maladie?» Alors, je commence toujours mes topos comme ça, hein, c'est une maladie neurologique, mais il y a encore cette question qui se pose parce que, je pense, une des raisons, c'est que c'est très fréquent comme pathologie, une maladie qui est très fréquente, elle est banalisée. Néanmoins, ça explique le poids qu'elle a, en termes de fardeau, individuel, comme maladie invalidante et à l'échelle collective comme, un fardeau, social. Et donc, vous savez que l'OMS classe cette maladie dans le top 3 des maladies les plus invalidantes. C'est même la première maladie neurologique considérée en jour d'invalidité au cours de la vie, devant l'accident vasculaire cérébral, hem et qui s'associe à un impact, psychique, fort, notamment sur le risque d'anxiété-dépression et un impact médico-économique important. On estime à peu près à 4 milliards d'euros le poids, économique, ce que coûte la migraine en France. Sur ces 4 milliards d'euros par an, le coût de santé sont une partie, dont je n'ai pas les chiffres exacts, mais une grande partie, la plus grande partie est liée à l'impact indirect économique, notamment la perte de capacité de jour de travail ou de scolarité pour les enfants et les étudiants et la perte de productivité. Vous savez que la migraine est une maladie, d'origine génétique qui dure toute la vie, mais qui est modulée par, différents facteurs liés à l'environnement, liés à la physiologie individuelle, liés à sa vie, tout simplement, à ce qu'on rencontre dans sa vie, à son environnement, aux autres pathologies et liées, chez la femme en particulier aux fluctuations hormonales et donc il y a une augmentation liée à l'âge jusqu'à 40 ans, puis une décroissance entre la quatrième et la cinquième décennie, si bien que, la plupart des patients qu'on a traités, au maximum de leur maladie ont entre 40 ans et 50 ans. Ça nous amène à parler des migraines et ça, c'est un point clé, quand on parle d'organisation des soins et d'offre de soins. C'est que à partir de cette maladie heu, qui représente une très grande population, on sait que la grande majorité des patients ont des migraines épisodiques qui sont sensibles au traitement et qui sont gérables en première ligne de médecine primaire par le médecin traitant. Nous, spécialistes, neurologues ou spécialistes des céphalées, ce qui nous intéresse, ce qu'on peut proposer en plus, ça se réserve à des patients Hem, plus sévères ou résistants ou à haute fréquence ou chroniques
qui ont des définitions médicales. On sait aujourd'hui que la migraine chronique, si on arrondit à la baisse, probablement à la baisse parce que ça se situe un peu plus haut, ça représente à peu près 10% des migraineux, soit 1% de la population générale. Donc un migraineux sur 10 a une migraine chronique, mais en France, ça équivaut à peu près à 1 million de patients. Donc c'est un poids énorme qu'il faut gérer en termes d'organisation et en termes de prise en charge. Au-delà de la migraine chronique, on a aussi des migraines non chroniques, mais qui peuvent être sévères, définies par les critères de la Société française d'études migraines céphalées, avec en fait une haute fréquence, c'est-à-dire au moins 8 crises par mois, qui rejoint donc finalement quasiment le spectre de la migraine chronique par son impact, ou des migraines moins fréquentes, mais avec des scores d'invalidité ou de sévérité de crise importants sur l'échelle HIT ou MIDAS. On utilise couramment ces critères pour proposer à nos patients des thérapies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, un niveau de traitement. Je parle de ces définitions parce qu'on va en parler après dans notre proposition d'offre de soins. La migraine résistante, elle, elle est définie par une résistance à au moins 3 molécules différentes de traitement de fond. Et puis on peut arriver, selon les définitions de la Fédération européenne des céphalées, à des migraines réfractaires où tous les traitements ont été essayés. On sait aussi que l'évolution de la migraine au cours de la vie, pour un patient donné, n'est pas linéaire et qu'il y a des risques d'aggravation et heureusement d'amélioration. Le risque principal pour un patient qui souffre d'une migraine épisodique, c'est d'évoluer vers une migraine chronique. Il y a des formes frontières avec des passages en chronique et repassages en forme épisodique qui sont des zones à risque. Et puis il y a des moments ou de zones intermédiaires avec des migraines qui deviennent résistantes au traitement de crise, résistantes à un traitement de fond qui fonctionnait ou résistantes, ou qui passent en haute fréquence, alors qu'elle était à basse fréquence. Ces moments sont des seuils, des moments clés dans la pathologie migraineuse et on sait que certains facteurs vont driver, vont accélérer ou vont favoriser le passage à une migraine chronique ou résistante et le but du jeu, le but de la prise en charge va être d'essayer d'éviter évidemment, de prévenir ce passage. Lorsqu'on est déjà dans une migraine chronique, on va déployer des moyens thérapeutiques importants et parfois avec des échecs multiples pour essayer de revenir à une migraine moins sévère, moins chronique, dite épisodique et sensible aux médicaments. Donc certains facteurs ont été identifiés, d'autres sont encore à identifier ou à affiner, mais ça nous permet déjà d'agir chez les patients en identifiant ces facteurs et en agissant dessus. On sait qu'un traitement sous-optimal, que ce soit sur les crises qui sont maltraitées ou surtraitées, avec une surconsommation médicamenteuse dentalgique, ou le traitement sous-optimal de fond en prévention, typiquement un patient qui n'a pas de traitement de fond et qui tourne à 5, 6, 7, 8, 10 migraines par mois, il a un risque beaucoup plus important qu'on estime multiplié par 2 d'évoluer vers une migraine chronique. Là, c'est les propositions qui datent déjà de une dizaine d'années, hein, qui sont issues d'un article publié par Michel Lantéry-Minet à Toulouse, à Nice, et qui proposait ce cône de sélection où finalement, ce que je disais tout à l'heure, 90% des migraineux en France peuvent être gérés avec des traitements simples en première intention par le médecin traitant. Pas un problème. Le problème commence pour les patients qui ont un problème diagnostique, où on a une incertitude sur la migraine, un problème de résistance au traitement de crise, de première ligne, de deuxième ligne, un problème de résistance d'un traitement de fond ou un problème de migraine sévère ou chronique. Ces patients devraient être référés à une consultation spécialisée auprès d'un médecin neurologue ou d'un spécialiste des céphalées. Et dans certains cas, une partie d'entre eux, on rejoint nos 1% finalement, de patients qui vont arriver à des centres dits tertiaires, de centres spécialisés en prise en charge des céphalées, pour lesquels on doit proposer une prise en charge pluridisciplinaire et des thérapies avancées. Sur cet aspect, je finis le préambule là-dessus avant de vous expliquer ce que nous on propose, puisque je vous ai montré que l'intérêt de sélectionner les patients, d'une part, et d'essayer de s'organiser pour proposer une prise en charge spécifique aux patients les plus complexes. Il est considéré aujourd'hui que cet impact médico-économique dont j'ai parlé par l'OMS justifierait à lui seul qu'on puisse investir un peu plus
dans les ressources dédiées à la migraine, les ressources thérapeutiques. Et on a ce problème français, franco-français, ou en tout cas assez spécifique à la France, de non-recouvrement, de non-remboursement des thérapies innovantes. Et puis, il faut aussi essayer de défendre les offres de soins et leur financement. Alors, ça nous a amené ici donc à Montpellier, à la clinique Beau Soleil, qui est une petite clinique de centre-ville, proche du CHU, où j'ai également exercé auparavant. Et cette petite clinique est mutualiste. Ça signifie qu'elle est privée à but non lucratif, c'est ce qu'on appelle une ESPIC. Et donc, c'est exactement les mêmes charges et les mêmes objectifs qu'un hôpital public en termes de financement, avec des soins qui sont liés qui sont remboursés par la sécurité sociale et sans dépassement d'honoraires. Et les médecins et les personnels soignants sont salariés. Donc, un petit hôpital, on pourrait dire, dans Montpellier, l'objectif, c'était de proposer une consultation spécialisée migraine qui avait déjà été amorcée par ma collègue Dr Hertz, qui travaille ici également avec moi, et qui proposait déjà la toxine botulique, auquel j'ai rajouté ma consultation Botox. Ça date de 2021-2022. En mars 2023, on a créé un hôpital de jour qui s'appelle, j'ai appelé MC2, donc MC au carré, clin d'œil à l'équation E égale MC2, mais ça signifie en fait migraine céphalée chronique. On a commencé les premiers patients à partir de printemps 2023, donc il y a 1 an. Et puis ça nous a permis également de lancer en parallèle la possibilité à nos patients du Vyepti, l'étinésumab intraveineux. Et tout ça est très lié. Et puis on a dépassé cette année le 100e patient. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, quel est le tissu, l'organisation des soins autour des céphalées, la migraine à Montpellier? Alors Montpellier, c'est une ville universitaire, historique, heu, riche en médecins et en milieu universitaire médical. Et donc on a déjà pas mal de neurologues par rapport à d'autres régions, d'autres villes. On a la chance d'avoir au CHU à la tête de l'unité migraine, Anne Ducrot que vous connaissez et autour de laquelle gravitent, les différentes structures de soins publiques, privées, donc la nôtre, ici, où travaille avec le docteur Hertz. Et on essaie donc de s'organiser pour évidemment mailler le territoire et s'organiser pour offrir aux patients le maximum de possibilités, notamment le recours, enfin l'accès à la toxine botulique et à l'étinésumab. Donc on propose les consultations spécialisées, le botox, l'hôpital de jour et on essaie de participer à la recherche et on propose également les l'épinézumab intraveineux en milieu hospitalier. Tous ces aspects définissent pour nous un centre tertiaire de recours pour les migraineux les plus sévères. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ça. Heu, donc Aurélie à mes côtés qui fait partie, intégrante de cette équipe que je vais vous présenter. L'objectif, c'était de proposer de manière pluridisciplinaire. Voilà l'équipe de l'unité maladie chronique dédiée à la migraine. Alors, on a utilisé, on a triché un peu puisqu'il existait déjà une unité de maladie chronique qui a été initiée, amorcée, créée par une diabétologue, docteur Couestier, et une rhumatologue, docteur Fabre, il y a plusieurs années, et un programme d'éducation thérapeutique pour les maladies chroniques en ALD, il y a plusieurs années, qui est adoubé et financé par, l'Agence régionale de santé. Ça nous a permis, concernant l'hôpital de jour, d'utiliser déjà le plateau technique et humain existant et de l'enrichir et l'organiser de manière spécifique pour nos patients, migraineux. Alors, on est nombreux à y participer, tout le monde n'est pas là, mais en gros, ça tourne autour de 2 médecins, heu, 2 infirmières dont, Camille, qui est infirmière en pratique avancée, Aurélie qui s'est présentée, plusieurs secrétaires, hein, qui coordonnent l'activité, une diététicienne, mais en fait, plusieurs diététiciennes, mais une principalement qui est ici, Juliette, 2 kinés principalement, un éducateur en pratique physique adaptée, Baptiste, une ou plusieurs psychologues, la principale, impliquée, c'est Alexandra Jouve et on a recours également à, l'expertise, l'expérience, quand on en a besoin, d'une pharmacienne et de notre pharmacien et de différentes spécialités médicales,
ou d'autres éventuellement spécialités, on va dire, paramédicales. Alors, en pratique, le patient qui est hospitalisé au centre du circuit va pouvoir accéder sur une journée à l'expertise, soit combinée, soit alors combinée en groupe ou individuelle, de plusieurs interventions thérapeutiques ou diagnostiques. Et on combine finalement une approche diagnostique où on va faire un bilan, un état des lieux des pathologies du patient, de son état, du retentissement de la migraine, de ce qu'on appelle les comorbidités, des facteurs de risque qui peuvent conduire à une migraine chronique ou qui ont déjà conduit à une migraine chronique. Et en parallèle, on va induire, on va déterminer un plan de soins médical, paramédical pour le patient en fonction des différents diagnostics qui ont été faits au cours de la journée. Ce diagnostic et cette prise en charge va reposer sur l'évaluation et l'accueil par notre infirmière. Euh, je laisserai Aurélie en dire un mot, sur son expérience, son retour et comment elle voit ça. Puis en fonction de disponibilité de l'organisation du planning, ils seront amenés à voir le plus souvent notre psychologue, qui peut proposer des évaluations de l'état psychique et certaines techniques thérapeutiques et un suivi pour certains patients lorsqu'ils vont revenir environ tous les 6 mois. L'éducateur en pratique physique adaptée ou parfois et la kinésithérapie selon le ciblage médical de la consultation. En général, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une consultation neurologique avant l'hospitalisation pour préparer, pour décider quels sont les paramètres nécessaires à évaluer et quels intervenants vont intervenir. Donc ça se fait soit par sollicitation d'un médecin traitant, soit directement à la consultation du neurologue. Ils verront également la diététicienne, parce qu'on propose même si le niveau de preuve est actuellement faible, des pistes pour améliorer la prise en charge nutritionnelle, comme dans toutes les maladies chroniques et toutes les maladies inflammatoires. La migraine en fait partie, elle a ces 2 critères, une adaptation diététique. Et puis le neurologue donc fait une synthèse des examens réalisés, des différentes interventions proposées et on détermine un plan de soins thérapeutique avec le recours à des molécules variables. Donc il existe une fiche de programmation, qui est, remplie par un médecin, requérant, souvent le neurologue, traitant, hein, c'est souvent moi ou docteur Hertz et puis ça peut être un médecin traitant, un médecin extérieur, ou un autre neurologue, avec qui on coopère, qui est installé en cabinet libéral par exemple et qui souhaite que le patient migraineux, complexe, soit pris en charge. Donc il nous adresse une demande comme ça et avec différentes interventions. L'objectif, c'est de ne pas cocher toutes les cases, hein, parce que sinon c'est irréalisable et financièrement, ça met en difficulté la structure. Parce qu'évidemment, on ne va pas détailler ça, mais il y a tout un enjeu de financement pour qu'on puisse proposer cette offre de soins. C'est pas évident. La marge financière est étroite pour des structures publiques donc, et privées. Et c'est pour ça que il y a peu de structures qui font ça aujourd'hui, mais l'hôpital de jour le permet quand même. Donc on va essayer de faire 4 à 5 actions dans la même journée pour le patient. La triade obligatoire, je dirais, c'est le neurologue, la psychologue et l'infirmière, ce à quoi on rajoute 1, 2 ou 3 interventions maximales. On est capable, a priori maintenant, après la mise en route, d'accueillir en moyenne 4 à 8 patients chaque semaine pour ce bilan. Je reviens dessus, pardon, il y a un jour qui est dédié par semaine, donc c'est pas un hôpital de jour à temps plein, hein, c'est un hôpital de jour à temps partiel pour des raisons de disponibilité de l'unité et des soignants, y compris du médecin. Et donc, pour l'instant, c'est une activité à temps partiel, une journée par semaine. J'ai utilisé cette diapo parce qu'on a monté la même chose pour l'accident vasculaire cérébral avec l'autre infirmière Camille Lebel, qui est infirmière de pratique avancée et dont les, mmh, les attributions, peuvent tout à fait, les attributions de l'infirmière de pratique avancée ou d'une infirmière sur un plateau technique, de prévention tel qu'on l'a conçu ici pour la maladie chronique, pour l'AVC, peut s'adapter à la migraine tout à fait, dont les attributions sont l'évaluation clinique, le renouvellement ou l'adaptation, de plans de soins, d'ordonnances, un plan de prévention, une action d'éducation thérapeutique et parfois une participation, ou une décision thérapeutique.
L'autre élément clé qui est une roue engrainée, dans, celle de l'hôpital de jour, qui est, quasiment indissociable, c'est l'éducation thérapeutique. Puisque finalement, tout ce qui va être proposé aux patients, c'est des outils dont il qu'il va s'approprier. Donc on est déjà dans une démarche d'éducation. Le but, là-dessus, on doit progresser, on n'y est pas encore, complètement. Tu nous diras Aurélie comment tu le vois. C'est quand même d'essayer d'amorcer chez chaque patient qui passe, heu, de l'engager sur un programme d'éducation thérapeutique et on a une offre sur la structure pluridisciplinaire d'éducation thérapeutique sur différentes dimensions, soit transversales qui s'adaptent à toutes les pathologies chroniques, par exemple gestion du stress, gestion du sommeil, gestion du poids, etc. Et puis des ateliers d'éducation spécifiques. Et on est en train de développer également ça pour la migraine, pour permettre d'avoir plusieurs ateliers dédiés. Concernant l'éptinésumab, ça nous a permis en parallèle, c'est pareil, c'est un autre engrenage, de proposer un protocole, qui est, coordonné avec l'hôpital de jour maladie chronique migraine, MC2, puisqu'on fait une évaluation pré-thérapeutique et à l'issue de cette évaluation, si on décide qu'il y a une indication à l'éptinésumab avec le patient, il est, convoqué dans les jours ou les semaines qui suivent en hospitalisation de jour, thérapie, injectable dans une autre unité où il va recevoir les injections tous les 3 mois et tous les 6 mois, on va faire une réévaluation en hôpital de jour maladie chronique pour évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. Alors si on regarde, ce que peut proposer et quelles sont les actions, liées à l'HDJ maladie chronique et à chaque intervenant, donc je vous ai mis les principaux intervenants, l'infirmière, le kiné, l'éducateur en pratique physique adaptée, hem, la psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale que j'ai pas citée, mais qui peut intervenir ponctuellement, les autres spécialités médicales, l'ergothérapeute, c'est un projet. On a la chance d'accueillir une stagiaire ergothérapeute, qui fait son mémoire sur la migraine et qui est donc intégré à l'équipe pendant une durée pour l'instant courte et peut-être qu'un jour ça aboutira, à la possibilité d'enrichir l'équipe d'une ergothérapeute ou d'un ergothérapeute et puis le médecin neurologue. Donc on va participer, en termes plusieurs, soignants sont formés et ont une démarche valide, on va dire, dans le cadre du cahier des charges d'une éducation thérapeutique. On va proposer un plan de soins personnalisé en fonction des pathologies ou des comorbidités dépistées, par exemple le kinésithérapeute, qui va faire une analyse de la statique rachidienne, cervicale, maxillofaciale. S'il dépiste des anomalies qui peuvent contribuer à la douleur cervico-crânienne, et aggraver la migraine, va faire des propositions thérapeutiques aux patients et ça aboutira à une ordonnance et soit un suivi local sur la structure, soit le plus souvent en relais avec un kiné, libéral. C'est un exemple et ça s'adapte à quasiment, tous les types de soins, dont on dispose. Le bilan des facteurs de risque vasculaire est important dans la migraine ou le bilan, éventuellement de recherche de céphalées secondaires, notamment l'hypertension intracrânienne. Là, c'est plus du domaine médical. Parfois, on fait une imagerie, un scanner, une IRM qui peuvent être, couplés à l'hôpital de jour. C'est assez rare et puis il y a le bilan de retentissement évidemment de la maladie migraineuse qui concerne à ce moment-là quasiment, tous les soignants. Le dépistage des comorbidités également, notamment, surpoids, ou obésité, hypertension artérielle, conduite addictive, troubles du sommeil, surconsommation médicamenteuse et cetera. Et puis la synthèse et la liaison reposera surtout sur le travail de l'infirmière et à la fin du médecin, neurologue. Donc à ce jour, on a initié donc l'hôpital de jour, au printemps l'année dernière. Alors avec des chiffres très fluctuants parce que c'est des ques on a amorcé la pompe et il y a des raisons organisationnelles. Il y a des semaines, qui étaient, compatibles avec l'hôpital de jour, d'autres non et cetera. Donc ça s'est mis en place, progressivement. On a pu, accueillir 70 patients donc en 2023 et cette année, on en est déjà à 70 patients, sur le premier trimestre. Donc l'activité augmente fortement et on a du coup, on a accueilli, entre 100 et 120 nouveaux patients depuis le démarrage de notre activité, soit actuellement 20 patients par mois. Alors maintenant ce mélange des patients primo,
accédant à l'hôpital de jour où on fait le premier bilan et puis il y a des patients qui sont dans le cadre du suivi notamment, parce qu'on estime qu'il faut qu'il soit revu à 6 mois ou 1 an suite au plan de soins personnalisé, soit parce qu'ils sont sous traitement, par exemple par Vyepti et qu'on doit les réévaluer. Alors voilà, ma diapo de synthèse. Après je vais passer la parole, à ma collègue pour avoir son vécu, et puis on répondra à vos questions, tous les 2. Heu, donc finalement, on peut dire aujourd'hui que c'est une prise en charge qui est innovante, heu, pour les patients migraineux, qui répond à une priorité de santé publique et médico-économique, dont j'ai parlé dans le contexte, dont la clé est la prise en charge multidisciplinaire et le lien étroit avec l'éducation thérapeutique pour que le patient, au maximum puisse, remmener chez lui, avec lui, les outils dont il a besoin pour agir sur les facteurs d'aggravation, hem, de sa migraine. Donc il y a un fort lien, établi entre l'hôpital de jour et l'éducation thérapeutique, je l'ai déjà dit et puis, hem, ça on pense, on espère, que ça améliore le circuit patient, la filière de soins, pour pouvoir accéder à ces prises en charge, spécifiques et puis c'est un des leviers qui nous a aussi permis de financer, les anti-CGRP par voie intraveineuse qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Le dernier point, que je voulais dire, j'ai passé trop vite, je reviens un petit peu en arrière, c'est sur la sélection des patients. Peut-être vous allez me poser la question, mais quels sont les patients que vous prenez en hôpital de jour? Donc je voulais le détailler un tout petit peu. Donc il est ici dans mon encart, bleu ici. Alors ça, c'est les indications de l'étinésumab, hein, des migraines chroniques sévères à haute fréquence ou pharmacorésistantes ou réfractaires. Mais les patients qui vont être accueillis en hôpital de jour, je reviens un peu en arrière, les candidats donc qui sont ici, c'est surtout les patients en priorité qui ont une migraine chronique, les patients qui ont une migraine sévère, même si elle n'est pas chronique, les patients qui ont une migraine pharmacorésistante ou réfractaire et d'autres patients céphalalgiques, qui ont des céphalées chroniques quotidiennes, apparentées ou pas à la migraine, la suspicion d'hypertension intracrânienne et cetera. Autrement dit, c'est quand même les patients, les plus sévères ou les plus à risque d'avoir une maladie migraineuse, résistante. Voilà, alors Aurélie, une fois qu'on a dressé ce tableau, voilà, dans la vie réelle, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, à ça? Donc du coup, alors, à savoir que moi, ça fait 1 an, tout juste, hein, tout pile, que je suis arrivée à la clinique Beau Soleil. On va dire que j'ai participé à l'arrivée des premiers patients dans cette hospitalisation de jour migraine, qui depuis a évolué, bah, considérablement et heureusement. C'est vrai qu'avec mes collègues, l'enseignant en activité physique adaptée Camille Lebel, nous sommes aussi les coordinateurs de l'hospitalisation de jour et on participe en fait à tout le travail qui est aussi en amont, avec bien sûr le docteur Gaillard et la secrétaire, pour arriver à organiser au mieux ces hospitalisations parce qu'on se retrouve quand même malgré tout face à des patients douloureux qui la plupart du temps ont aussi des crises de migraine au moment des hospitalisations de jour parce que c'est des hospitalisations qui sont longues, qui font appel à enfin pour eux à beaucoup, on les sollicite énormément au niveau aussi par rapport à l'entretien avec la psychologue, enfin ça remue beaucoup de choses et en fait, on se rend compte, enfin, je me suis moi-même rendu compte que la migraine, c'est pas qu'une question de douleur, mais qu'au final, autour, il y a tout un enjeu, au niveau social, au niveau du travail. Donc c'est pour ça que nous, c'est important en amont d'essayer aussi de repérer quand on appelle les patients, d'essayer aussi d'identifier avec eux peut-être des choses qui n'ont pas eu le temps d'être évoquées en consultation. Peut-être l'assistante sociale, voilà, voilà, ça aussi, c'est un travail qui est important à mettre en place. Et même des fois, au cours de l'hospitalisation, on se rend compte qu'on n'a pas prévu la psychologue pour un patient et qu'en fait, nous, au moment de l'entretien infirmier, c'est ce que je vous expliquerai comment ça se passe au niveau infirmier, on repère qu'il y a aussi des problèmes psychologiques et ou des problèmes sociaux et on essaye un maximum de solliciter les intervenants qui sont là sur le moment. Nous, du coup, au niveau infirmier, on a la chance, depuis aussi mon arrivée, d'être maintenant 2 infirmières. C'était pas le cas jusqu'à il y a 1 an, 2 infirmières sur la structure, ce qui nous permet de proposer à la fois un temps d'éducation thérapeutique en groupe, parce qu'on trouve que c'est important. Parce que pour ma part, moi, je pars de mon diaporama, mais je pars du vécu des patients. Finalement, qui de mieux placé qu'un patient migraineux pour parler de la maladie?
Donc je parle de leur vécu, où on parle des auras, des prodromes, enfin des facteurs déclenchants, de tout ce qui peut concerner la maladie migraineuse. On propose aussi un temps individuel qu'on essaye de mettre en place de plus en plus fréquemment quand c'est possible, parce que parfois on a d'autres hospitalisations de jour en parallèle qui concernent d'autres pathologies. Voilà, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait un temps individuel et collectif pour essayer d'identifier au mieux les problématiques de chaque patient. Et je dirais que, bah, qu'on a bataillé parfois sur l'organisation. Il y a eu parfois, ben, des cafouillages, mais je pense que c'est normal. On a plutôt, d'une façon générale, un bon retour des patients. Moi, je pensais que finalement, le temps d'attente entre les interventions ou autres pouvait être problématique pour les patients, mais finalement, pour beaucoup, le fait de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter et finalement le climat qu'on est arrivé à créer l'équipe dans ce service d'hospitalisation de jour, puisqu'il y a pas de lit en fait. C'est une salle de vie qui est mise à la disposition des patients. Bah, tout ça finalement, ça aide aux patients à patienter entre les interventions et je dirais que c'est plutôt un retour maintenant, aujourd'hui, plutôt bénéfique, pour les patients et aussi pour les professionnels parce que nous, ça nous permet, de mieux s'organiser, finalement de mieux s'adapter à la pathologie migraineuse aussi et aux attentes de chaque patient. Et ce qui est intéressant pour les patients qui sont sous Vyepti, qu'on voit parce qu'on a eu aujourd'hui finalement c'est la plus grosse hospitalisation de jour suivie Vyepti qu'on a, ce jour. Et je trouve que c'est intéressant de les voir, bah, finalement à l'ébauche de ces injections et puis finalement 6 mois après et de voir que, bah, que malgré tout on est arrivé, par le biais de nos conseils, alors pas à régler toute leur crise, parce que je pense que ça reste malgré tout, une maladie compliquée, hein, à Mmh. guérir, qui ne se guérit pas d'ailleurs, je Exactement. précise. Mais voilà, il y a eu un impact finalement, que ce soit par l'intervention de l'assistante sociale ou de l'enseignant en activité physique adaptée, du VIEPTI aussi, heureusement quand même, mais que finalement tous ensemble, on est arrivé à améliorer leur quotidien et je trouve que bah, c'est ce qui est le plus positif de ce que j'aurais à dire aujourd'hui, voilà, en tant qu'infirmière en éducation thérapeutique. Voilà. Voilà, ben, on se met à votre disposition pour répondre peut-être aux questions, dialoguer, Ah, je sais pas ce que c'est. Sabine. Alors, bonjour, rebonjour. J'ai pas énormément de questions. Je suis en train de chercher. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Donc ça, c'est top. Je crois que vous avez répondu à la majorité des questions, sauf erreur de ma part. Donc, ça veut dire que c'était très clair. Moi, j'aurais quelques questions que j'ai notées. Oui. On nous a déjà posé régulièrement la question de la kiné. Or, à ce jour, on n'a pas trouvé de publication, de méta-analyse qui démontrait un niveau de preuve important. Alors, qu'en est-il? C'est par rapport à la migraine? C'est par rapport aux céphalées? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, la question, c'est quoi? L'apport du kinésithérapeute pour le migraineux? Voilà, ah ben, c'est l'apport et le fait qu'il n'y ait pas ben, votre retour à vous, parce que pour Alors, l'instant, dans les publications, euh, il n'y a pas de preuve, quoi. non, mais alors il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'ont pas de preuve, à commencer par l'éducation thérapeutique. Par exemple, dans la migraine, le niveau de preuve est beaucoup plus faible que dans d'autres pathologies chroniques. Donc on le fait un peu par analogie en attendant que ce soit mieux évalué et parce qu'on est convaincu que c'est une valeur ajoutée. En médecine, c'est toujours la difficulté d'amorcer des choses, auxquelles on croit, basées sur des qui sont pas que des croyances, ésotériques, mais qui sont plutôt basées sur, heu, du bon sens et sur l'évidence ou les preuves qui proviennent d'autres pathologies et parfois on fait par analogie. Ce qui n'empêche pas évidemment, de s'inscrire dans une démarche scientifique de recherche et d'évaluation. Alors le premier truc, c'est que nous, on évalue de manière métrique tous nos patients selon les recommandations de la Société savante et la SFEMC. Notamment, ils ont des échelles d'évaluation sur l'impact des crises. Qualité de vie, là, le travail de notre ergothérapeute étudiante va s'intéresser à ça, notamment comment on évalue l'impact chez les migraineux spécifiquement, sur la qualité de vie, etc. Alors, après, votre question, elle peut se transposer à tout. Elle peut se transposer au conseil diététique, elle peut se transposer à l'approche psychologique, ou on va dire des techniques de gestion de stress, etc. Alors, sans faire un topo sur les thérapies non médicamenteuses de la migraine, le niveau de preuve est variable
Mais toutes ces techniques, ont un point commun, c'est que, on agit quand même sur la qualité de vie probablement et sur le ressenti du migraineux et le but du jeu là, au lieu de faire une superposition de toutes les possibilités avec le biofeedback, le yoga, la psychothérapie, le kiné et cetera, c'est d'essayer de cerner chez chaque patient, donc là, il y a une individualisation du plan de soins. C'est pour ça qu'il faut souvent une consultation pré-hôpital de jour, de sélection. Donc moi, quand je vois des patients, certains, une minorité, hein, je demande qui voit le kiné, j'en discute avec lui. Souvent, alors les profils, c'est des patients qui ont soit une pathologie rhumatismale ou rhumatologique connue, pour lequel parfois ils ont déjà une prise en charge kiné. Soit c'est des patients qui ont une plainte de cervicalgie non étiquetée au premier plan ou très importante, associée à la migraine, qui peut être d'origine migraineuse ou plutôt un facteur aggravant de la migraine. Soit on a une suspicion de dysfonction temporo-maxillaire, par exemple, et notre kiné, il va essayer d'avoir une approche diagnostique là-dessus. Et surtout d'établir un plan de soins avec des conseils. Et ça, en général, quand il y a des propositions thérapeutiques, c'est très spécialisé. C'est-à-dire que c'est pas du kiné général, un peu comme le patient vertigineux va aller voir un kiné spécialisé en vestibulaire. Aujourd'hui, la kinésithérapie se surspécialise beaucoup dans chaque domaine et on a des formations universitaires pour la gestion maxillofaciale, pour les problèmes cervicogéniques. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer ce réseau qu'on n'a pas encore et d'orienter les patients vers des prises en charge spécifiques quand c'est nécessaire. Mais ça reste, assez trié, très sélectif. Donc la plupart des patients n'auront pas de prescription de kinésithérapie liée à leur migraine, la plupart. On a un éducateur en pratique physique adaptée qui est un métier, moi, que j'ai découvert ici avec l'hôpital de jour maladies chroniques. Donc c'est Baptiste, qui fait ça, notre APA, qui est très précieux. Et alors, on pourrait se dire, bah, c'est comme le kiné, et cetera. Mais en fait, c'est très différent. Et lui, il aura l'approche beaucoup plus activité physique, cardiovasculaire, cardio-respiratoire. Et cette approche individualisée, tout patient, quel que soit son handicap, peut finalement être remis vers une activité physique lorsqu'il l'a quitté. Donc pareil, le niveau de preuve, je pense, il est nul aujourd'hui dans la migraine. Il est beaucoup plus élevé dans cette pathologie dont je parlais, neurovasculaire, où on sait que, faire des efforts physiques, réguliers, est préventif, hein, de la récidive vasculaire. Dans la migraine, c'est quand même recommandé avec un niveau de preuve qui est correct, le fait de faire une activité aérobie et donc, je parle de ça lié au kiné parce que, on confond un petit peu, peut-être souvent, kiné, activité physique, se remettre à la marche, faire du tapis roulant et cetera. Là, notre kinésithérapie, enfin les 2 kinés qui sont, dédiés à ça, n'ont pas du tout cette orientation. C'est vraiment spécifique sur la douleur crânienne et cervicale. D'accord. Alors, il y a quelques questions quand même qui sont, existe-t-il d'autres centres comme le vôtre en France? Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures, enfin des ouvertures d'autres structures qui sont prévues? Ça, c'est à vous de me le dire. Je ne sais Bon, pas, je ne sais on a pas. été contacté par des personnes et dont certaines assistent peut-être au webinaire ou assisteront au Bien replay, sûr. mais ils demandaient des conseils, ils demandaient le retour des patients. Nous, Oui, vraiment, vraiment, et vous le savez, on souhaite parce qu'on pense que c'est bénéfique et qu'il n'y a pas que les médicaments, qu'il y a tout un, exactement. En fait, l'impact fonctionnel, ça ne peut pas se soigner avec des médicaments, quoi, hein. non, Et et l'éducation thérapeutique, la gestion des traitements, c'est important. Alors, à Nantes, il y avait eu une infirmière à mi-temps qui avait fait ça, qui a fait 2 webinaires avec nous sur la gestion des crises et la gestion des traitements de fond qu'on peut retrouver sur notre chaîne, qui est déjà pas mal. Alors là, est-ce que les injections de Vyepti sont-elles possibles ailleurs que dans les centres antidouleurs? heu Question. est-ce qu'elles sont possibles ailleurs que dans les centres antidouleurs? C'est ça la question? Oui. Oui, Mhm. la réponse est oui. La plupart des endroits, enfin en tout cas dans notre région où le VIEPT est proposé, c'est dans les services de neurologie, hospitaliers. Parce que vous connaissez la problématique du non-remboursement des anti-CGRP, y compris du VIEPT, qui finalement a un coût qui n'est pas plus élevé, voire plus faible que les autres, si on le rapporte au coût de traitement sur 3 mois ou sur 1 an, mais qui est quand même coûteux. Donc les structures hospitalières, en pratique, la pharmacie doit acheter le traitement à prix coûtant.
et c'est un trou dans la caisse, donc de l'hôpital, de la clinique. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de structures privées qui aujourd'hui le proposent. Nous, notre modèle, doit être équilibré. On ne peut pas, se permettre de perdre trop d'argent parce qu'on doit rémunérer, on est salarié, on doit rémunérer les soignants, on doit faire vivre, la structure, mais, on a une marge et donc, le modèle, c'est d'essayer de combiner, cet hôpital de jour et les perfusions pour pouvoir permettre au maximum de patients de le recevoir. Donc les hôpitaux, en général, ont cette possibilité. Ici à Montpellier, on a une clinique privée qui va le faire, peut-être à plus bas débit, mais parce que c'est un deal, hein, avec la direction pour dire: «Bah, nous, on fait ça, cette activité-là permet d'être rentable pour la structure, mais cette activité ne l'est pas, mais on pense que c'est important pour les patients». Donc ça va être des négociations un peu au cas par cas. Certains hôpitaux peut-être pourront pas se le permettre, puisqu'il y a toujours, je répète, ce problème de budget derrière. Mais aujourd'hui, c'est proposé de plus en plus. J'ai pas la cartographie française. Localement, nous, enfin sur le département, on va dire, ou la région, c'est prioritairement les services de neurologie hôpital de jour qui proposent le traitement, donc au CHU, à l'hôpital de Sète, à l'hôpital de Béziers. Je pense qu'ils devraient commencer à Narbonne, ils le font également à Perpignan. Voilà. Donc les services antidouleurs peuvent le proposer. Souvent, il faut qu'ils aient un neurologue, consultant associé. C'est le cas au CHU de Montpellier. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop la question. En fait, le mieux, le plus, c'est le mieux. Il faut des médecins qui soient compétents, évidemment, avec une expertise, soit en centre antidouleur, soit au sein d'un service de neurologie. Alors, votre hôpital de jour est-il réservé exclusivement aux habitants de l'Hérault? Ça va être difficile de faire plus, mais bon. Ah, je vois la question suivante. Euh, Hem, alors, comment on peut dire ça? Non, on n'a pas réfléchi comme ça. Donc je dirais non, on ne peut pas, refuser des patients d'ailleurs, mais notre, objectif, c'est un ancrage territorial, c'est de répondre à la problématique locale. On pourrait dire qu'ici, on est dans le luxe puisqu'il y a je vous l'ai montré, hein, on a plusieurs structures, privées, le privé public de la mutualiste, le gros hôpital qui est le CHU, plusieurs hôpitaux périphériques et malgré ce luxe, bah, il y a jamais assez de neurologues et il y a jamais assez de médecins dédiés à la migraine. Donc de toute façon, on est loin du compte. Je pense que c'est valable dans tous les territoires en France et que les choses vont s'améliorer, et qu'on doit tous collaborer, et échanger nos pratiques comme on le fait, là, on le fera, probablement, j'essaierai de présenter peut-être sous forme d'un poster, notre structure aux journées, printanières de la SFEMC pour les mêmes raisons, pour qu'on crée une discussion et une émulation pour qu'il y ait le maximum d'offres de soins dans les territoires. Mais, je pense pas qu'on puisse concevoir une structure, en France ou quelques structures, des méga structures, à moins de créer un institut des céphalées, je ne sais où, dans une grande ville française, mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais sinon, ça reste des petites structures dimensionnées à l'échelle locale ou territoriale. Donc, pour nous, c'est des patients de l'Hérault préférentiellement, éventuellement d'autres départements de l'Occitanie Est, sous-dotés en moyens. On a notamment des patients parfois de l'Aude, des Pyrénées-Orientales ou de l'Est de l'Hérault, de l'Ouest. Mais bon, on ne refusera pas un patient, en déshérence, qui vient du Nord, mais c'est pas l'objectif non plus. alors, une personne, effectivement, hein, on n'a pas connaissance de ça et ça représente quand même un coût et une volonté. Et nous, on Ouais, essaye d'œuvrer pour qu'il y ait un projet migraine auprès de la HAS. C'est un travail de longue haleine. ouais, Si on mais y arrive, ce ne sera pas demain, de toute façon. ouais. Alors, il y a une personne qui pose la question, mais à laquelle je vais répondre. Si c'est uniquement en France, alors déjà en France, c'est très rare. Et en Belgique, à Verviers, normalement, il y avait une équipe pluridisciplinaire. Le problème, c'est que je sais que la neurologue a eu des soucis de santé importants et je ne sais pas si c'est toujours actif. C'est, à ma connaissance, le seul endroit en Belgique où il y avait ça. Bien. Donc, voilà, voilà. Bon, êtes-vous en relation avec d'autres structures?
On a répondu, hein, je Oui, tout à pense. fait. Après, ce qu'on pourrait imaginer à un moment, c'est peut-être, trop tôt, mais d'ici 1 an ou 2 ans, parce qu'il y a aussi l'effet, lié aux anti-CGRP, et à la toxine botulique et on voit qu'il y a un remembrement enfin, une espèce de c'est ce que j'ai montré là, je pense qu'on est dans l'action là, de la restructuration de l'offre de soins en France et ça serait très intéressant, ça c'est une proposition que je vous fais à la voix des migraineux et qui pourrait être faite si c'est pas déjà amorcé, j'imagine que oui, au sein de la SFEMC, peut-être de réaliser une cartographie. Alors, on a reçu récemment justement une demande il y a un effort de cartographie lancé par la SFEMC pour référencer qui fait quoi. Comme ça a eu lieu dans l'épileptologie par la LFCE il y a pas longtemps, c'est un peu la même chose. Où y a-t-il des médecins ou des structures de soins compétentes et de quel niveau? Qu'est-ce qu'elles proposent? Et je pense que ça, c'est important. Je l'avais demandé il y a environ 1 an et demi ou 2 ans, mais je pense que c'est très long à mettre en œuvre Exactement, et mais je pense que c'est en cours. Ouais, je sais pas comment ça sera mis à disposition, mais on suit ça. voilà, C'est vrai qu'il y a pas suffisamment. Nous, on a créé un partenariat avec Mapato. On leur a donné une base de données qu'on a construite, nous, en explorant Google, la question qu'on m'a posée. Et c'est quand des neurologues ou des patients nous contactent pour nous signaler un nouveau neurologue, je les renvoie vers Mapato, mais eux-mêmes peuvent conseiller, dire voilà, j'ai été pris en charge. Et ça permet d'avoir une sorte de base de données à laquelle peuvent se référer les patients. À savoir que Mapato est dans le dossier médical partagé de tous les Français maintenant. Donc, d'accord. ceux qui sont inscrits. Donc, à l'heure actuelle, il y a 12 millions de Français et ils peuvent trouver. C'est ce que m'a dit la CPAM, hein, je vous vois faire la tête, mais Non, on j'ai été connaît On ne pas. connaît pas, rencontrée. on ne connaissait On pas. connaît Ouais. pas. Donc ça, on trouve ça C'est pour intéressant. ça je le Et retiens. j'ai rencontré la CPAM lors du congrès de médecine générale la semaine dernière parce qu'aussi nos enjeux, et vous en avez, je crois pas parlé, c'est la coordination avec les médecins généralistes. Vous n'êtes pas assez nombreux, vous neurologues, Oui, et ils sont en première ligne et ils peuvent tout à fait. tout à Enfin, fait. moi, il y a des généralistes que j'ai rencontrés qui m'ont dit oui, oui, je connais. Bon, il y en a une qui m'a dit il faut travailler l'hypophyse. C'est une formatrice. Bon, je ne l'ai pas. J'ai bien senti que moi, simple patiente, je pouvais rien dire. Mais les autres, il y en a qui m'ont dit j'y connais rien, mais comment je peux faire? Donc, je leur ai conseillé Céphaléclic. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Et puis, les recommandations qui sont accessibles sur le site de la SFMEC. Mais ça démontre le besoin d'information. Bien sûr. Nous, on peut le faire, l'information à notre petit niveau, Oui. mais la formation, c'est urgent et ça relève pas de nous, quoi, hein. Donc voilà. Alors, Tout à il y a fait. une question qui s'est incorrectement écrite. Euh, Oh là là, j'ai la chance de ne pas avoir une fréquence de migraine suffisante pour être patiente de l'hôpital de jour, mais je crains que cette fréquence ne s'accélère si je ne gère pas correctement mes crises. Avez-vous un conseil à donner pour éviter de devenir apte à intégrer votre patientèle? Comment éviter en quelque sorte de passer le seuil critique? Alors, il y a déjà des réponses sur notre site, mais je vous laisse Oui. répondre. Non, mais je suis d'accord. Le site de la Voix des migraineux est quand même assez hallucinant, qualitativement et quantitativement. Il y a énormément de ressources qui sont de très haut niveau. Donc nous-mêmes, on travaille pas assez avec je pense qu'il faut Ouais. vraiment qu'on oriente tous nos patients. Moi, je le fais quand j'y pense, mais il faut qu'on le systématise. En tout cas, je leur demande, ce que je demande à nouveau aujourd'hui, d'adhérer aux patients d'adhérer à la Voix des migraineux parce que, à chaque fois Myrène présente ses diapos, elle dit: «Il y a 1 500 adhérents», mais je n'y Non, crois plus. 500, 500. Combien? 738 l'année dernière, on en est à 500 pour 20 000 followers sur les réseaux sociaux. Mais les adhérents, c'est 500 personnes? Pour cette année, on en est à 507. Et à la fin de l'année dernière, on était à 838. Ah oui, Il n'y c'est est même pas 1 pas. 500 personnes. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. C'est très insuffisant compte tenu Travail. de ce que représente la migraine, dans la population. Donc, j'incite vraiment les gens, et les familles de patients et les patients à adhérer, c'est pas cher et d'aller sur leur site et s'ils sont pas convaincus qu'il faut adhérer, allez d'abord sur le site internet et vous verrez que c'est bluffant.
C'est bluffant, y compris pour des médecins. Donc, bon, déjà, je salue cet effort parce que c'est quand même assez hallucinant. C'est un gros travail avec une recherche d'excellence qualitative et donc il y a tout ce qu'il faut pour que les sociétés savantes s'appuient, sur l'association de patients pour avancer et puis faire du lobbying positif, nécessaire auprès des instances publiques, donc la HAS et cetera. Donc j'ai perdu le fil de la question, mais C'est pour éviter en quelque sorte de oui, passer alors ce voilà, donc les critique. ressources, ouais, bah, donc il y a plein de pistes évidemment, il y a beaucoup de choses, et on essaye d'individualiser ça. C'est pour ça que ça, c'est de la médecine, hein, c'est un peu compliqué, il faut prendre du temps, une consultation et cetera. Les grandes lignes, hein, c'est, essayer d'identifier, les facteurs parce que certains en ont, certains en ont pas et certains en ont beaucoup, d'autres moins. Donc à l'échelle individuelle, donc là, sans faire une consultation pour vous, la question c'est: est-ce qu'il y a des facteurs de risque de migraine chronique ou pas? Un mésusage de médicaments, une surconsommation, autrement dit, un traitement de fond qui marche pas et on a trop de crises. Les traitements de crise, on en prend mais ils marchent pas. Je vois plein de patients, hein, ils prennent des traitements de fond ou de crise qui ne marchent pas, donc aucun intérêt de les prendre et en plus, il y a une problématique, de gestion de l'efficacité. Donc ça, c'est un point clé. Si le traitement de fond ou le traitement qui est requis ou le traitement de crise ne marche pas, il faut le réévaluer. Donc médecin traitant et éventuellement consultation spécialisée. Et après, c'est tous les cofacteurs liés à la douleur et liés à l'activation de la migraine, notamment les problèmes de sommeil, l'insomnie au sens large, ou de variation de sommeil, les problèmes de gestion du stress et de l'anxiété, voire d'un syndrome anxieux ou dépressif, les problèmes nutritionnels, les problèmes de surpoids ou d'obésité, les problèmes de sédentarité et les problèmes d'autres douleurs ou d'autres sources de douleurs et parfois de médicaments qui peuvent également aggraver. Donc tout ça, ça nécessite une consultation médicale dédiée. Le médecin traitant peut le faire. On voit son médecin traitant pour sa migraine parce que c'est ça qui ne va pas en ce moment. Ce que je dis aux patients, il faut le remettre sur le dessus du panier. Dans la médecine, le généraliste est là pour tout gérer. C'est compliqué. Donc si on a une seule maladie, c'est la migraine, ok. Si on en a plusieurs, bah, il faut faire une consultation. Aujourd'hui, c'est la migraine. Et puis s'il s'en sort pas, ces consultations spécialisées. Oui, enfin, oui, il y a des généralistes et des infirmiers qui consultent notre site et qui disent bravo. Donc, sur notre site, il y a tout un onglet qui s'appelle Gestion de la migraine ou Gérer sa migraine. Donc, vous trouverez un certain nombre d'informations. C'est vrai qu'on a des informations sur la gestion du rythme de sommeil, mais on n'a pas sur les problèmes d'insomnie, etc. On a peut-être ça dans les traductions, Myrène nous le dira. On doit l'avoir quelque part, mais on a au moins une centaine d'articles en retard qui ne sont pas sur le site. On n'arrive pas à suivre. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, vous pouvez orienter votre généraliste vers Céphaléclic sur notre site aussi. Nous sommes en train, avec le CNRD, de créer une base de données. C'est très long de ressources pour les médecins. Voilà, on a ce partenariat avec Mapato. On fait notre maximum et je sais que le SFMEC fait aussi son maximum. Espérons que ça bouge. Ah oui, j'avais une dernière chose à dire, c'est que bien souvent, on va chez le généraliste, on lui dit j'ai ci, j'ai ça, et en tout dernier, on dit ah ouais, la migraine, ça ne va pas. Sauf qu'il n'a plus le temps. Exactement. Donc il faut le dire en premier. Enfin, je reformule ce que vous m'avez Tout à dit. fait, tout à fait. Hein, il faut mettre en priorité ce qui vous impacte le plus. Et au moins, même si vous allez pour un renouvellement d'ordonnance pour autre chose, mais c'est suivi, quelquefois il fait ça, en tout cas pour moi, il fait ça en 2 minutes parce qu'il a plein de patients qui attendent. Mais non, là, ce jour-là, vous avez besoin de plus que le renouvellement d'une ordonnance pour je ne sais pas quelle pathologie et vous avez le droit de demander des conseils, à être suivi, à avoir les bonnes prescriptions. Tout à fait. Je pense que vous avez des patients qui vous attendent. Oui, on a pas mal, j'ai été appelé plusieurs fois, il va falloir qu'on vous laisse. Je vais Une répondre dernière question à aussi, ouais. Céline Elinan, qui Ouais. demande comment on accède finalement, elle a l'air en désespérance de prise en charge. On refusera pas, hein, mais évidemment, les délais sont assez longs. Maintenant, ils s'allongent, hein, comme partout. Il y a des endroits où c'est encore plus long, mais il faut solliciter par mail ou téléphone notre structure
de soins. Alors, on a des coordonnées de secrétariat, vous les aurez facilement sur le site internet de la clinique Beau Soleil, tout simplement. Oui, Voilà. tout à fait. Et justement, une personne me l'a dit, c'est très important d'amener votre calendrier des migraines. Une personne nous a raconté, par exemple, qu'elle a sollicité un rendez-vous en hôpital de jour. Elle a envoyé son rapport apomigraine dans les 3 jours. On lui a proposé un rendez-vous. Pas pour le lendemain, mais sa demande a été prise en considération. Donc, il faut vraiment apporter les informations nécessaires pour que le centre douleur puisse évaluer le degré d'urgence et la vraie nécessité de vous prendre en charge. Tout à fait. Bah, l'idéal, c'est d'avoir un courrier médical, hein. Quand on fait une demande spécialisée, il faut que le médecin traitant s'implique. Nous, on voit des patients de médecins généralistes et de neurologues. Alors, quand c'est un neurologue, pour nous, c'est crème parce que tout a déjà été pré-mâché, pré-évalué et donc on va très vite, on va beaucoup plus vite. On sait définir la migraine avant la première consultation ou l'hospitalisation. En médecine de ville, c'est pas toujours le cas, c'est très hétérogène. On a besoin d'avoir la fréquence des crises, la durée, depuis l'histoire de la migraine, les traitements qui ont été essayés, le nombre de minutes qu'on passe en consultation à faire juste le listing des traitements efficaces, pas efficaces, tolérés, mal tolérés. Tout ça, c'est évident que si on arrive avec un dossier bien constitué, on gagne du temps et des chances.